Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Eh bien, bonjour, nous allons donc aborder le deuxième chapitre de ce cours qui traite donc de la physiologie cardiaque. Ce chapitre porte sur l'électrocardiogramme. Nous allons successivement étudier le principe de l'enregistrement de l'électrocardiogramme, puis nous verrons les différentes dérivations de cet enregistrement, et plus particulièrement dans un troisième temps, la dérivation que l'on appelle D2, qui est celle qui est souvent utilisée pour illustrer l'électrocardiogramme en physiologie. Enfin, dans un dernier temps, nous verrons quels sont les renseignements qu'un médecin averti, qu'un cardiologue ou qu'un médecin généraliste pourra retirer de l'enregistrement de cet électrocardiogramme. Il est évident que d'autres activités électriques pourront être enregistrées physiologiquement et par exemple vous étudierez dans d'autres chapitres l'électroencéphalogramme ou encore l'électromyogramme, pour ne citer que ces deux-là. Les liquides de l'organisme sont de bons conducteurs. Il est donc possible de faire l'enregistrement extracellulaire des potentiels d'action cardiaque. L'électrocardiogramme correspond en réalité à l'enregistrement extracellulaire de la somme de tous les potentiels d'action qui se propagent dans le cœur. C'est donc une méthode que l'on qualifie de non invasive, sauf dans certains cas particuliers que nous ne ferons que citer. Mais c'est une méthode qui n'entraîne absolument pas de traumatisme et qui est assez facile à réaliser, vous allez le voir. Ce schéma illustre la correspondance qui existe entre la dépolarisation des structures cardiaques et les ondes de l'électrocardiogramme. Nous reviendrons un peu plus loin sur cette correspondance. Et vous voyez donc dans la partie supérieure un cœur avec des zones représentées en rouge qui sont les zones activées, et dans la partie inférieure, la région du tracé d'électrocardiogramme qui correspond à cette zone d'activation. Le principe de cet enregistrement est excessivement simple. On enregistre en effet le courant qui passe entre deux électrodes, dont une est positive et l'autre est négative. L'électrocardiogramme permet ainsi l'enregistrement de l'activité électrique suivant plusieurs combinaisons ou paires d'électrodes. C'est ce que l'on appelle les dérivations de l'électrocardiogramme. Les dérivations qui sont représentées ici sont des dérivations dites bipolaires, dérivations bipolaires ou encore dérivations standards. Et elles sont basées sur des électrodes qui sont placées à la racine des membres. Pour la dérivation D1, une électrode est placée au bras gauche, ce sera l'électrode positive, et une électrode est placée au bras droit, ce sera l'électrode négative. Lorsque l'on veut enregistrer la dérivation D2, à ce moment-là, l'électrode positive sera située à la jambe gauche et l'électrode négative au bras droit. Enfin, la D3 correspond à la jambe gauche positive et le bras gauche négatif. Ce sont ces trois dérivations qui forment ce que l'on appelle le triangle d'Einthoven, qui est celui qui a mis au point cette méthode d'enregistrement dès 1903. Cette technique d'exploration de la fonction cardiaque est donc, comme je vous l'ai dit, non invasive, parfaitement indolore et ne nécessite pas, contrairement à ce que laisserait penser ce schéma, de se dévêtir. En effet, on peut conserver ses vêtements pour subir ce type d'examen. Alors William Einthoven est représenté ici, c'est un physicien qui a reçu le prix Nobel de physiologie en 1924 pour ses travaux portant sur l'électrocardiogramme. Il a mis en fait au point un appareil qui est un galvanomètre et il a décrit puis nommé les différentes phases du tracé électrocardiogramme et il a établi la première nomenclature des anomalies de l'électrocardiogramme. Donc il a déjà remarqué à cette époque-là qu'il existait d'un individu à l'autre des situations pour lesquelles cet enregistrement pouvait présenter un certain nombre d'anomalies. Donc vous avez la représentation ici à droite de cet appareillage et vous imaginez bien effectivement les progrès accomplis depuis lors, puisqu'aujourd'hui il s'agit d'appareils évidemment numériques qui sont de taille et d'encombrement donc beaucoup plus réduits.
Nous allons maintenant revenir sur les différentes dérivations de l'électrocardiogramme. En effet, je vous ai présenté 3 dérivations dites standards, mais vous allez voir qu'il en existe un nombre un peu plus important. Il suffirait donc au minimum de 2 électrodes pour enregistrer cette activité électrique. On va parler d'électrodes actives ou d'électrodes exploratrices et d'électrodes indifférentes. Et c'est la combinaison de l'électrode exploratrice et de l'électrode indifférente qui permet d'obtenir un enregistrement que l'on appelle un enregistrement unipolaire, ou encore un enregistrement que l'on qualifiera de bipolaire lorsque les 2 électrodes seront dites actives. Alors, qu'est-ce qu'on entend par électrode active ou électrode indifférente? Eh bien, lorsque le courant se dirige vers l'électrode active, l'appareil enregistre une déflexion vers le haut. C'est donc une onde positive. Lorsque le courant s'éloigne de cette électrode active, l'appareil va enregistrer une onde négative. Et enfin, lorsqu'il n'y a pas de courant, en absence de mouvement électrique, eh bien, la ligne restera horizontale. Les dérivations bipolaires sont basées sur les électrodes placées aux membres et vous sont donc maintenant complètement familières. Se sont ajoutées à ces électrodes bipolaires, par la suite, 3 dérivations unipolaires des membres eux-mêmes, qui sont représentées ici aux épaules droite et gauche de ce mannequin, ainsi que sur son flanc gauche. Ces dérivations unipolaires ont été baptisées AVR, AVL et AVF. Puis enfin, ont été encore ajoutées 6 dérivations unipolaires obtenues à partir d'électrodes thoraciques. Ces électrodes thoraciques sont qualifiées ici de V1, V2, V3, V4, V5 et V6. Ces électrodes thoraciques ont également été appelées électrodes précordiales. Si on fait la somme de toutes ces dérivations, on constate donc que le cardiologue dispose aujourd'hui de 12 dérivations qui vont enregistrer les mêmes événements cardiaques. Simplement, les enregistrements se font à partir de points d'observation différents, ce qui se traduit par des tracés différents. Enfin, des électrodes unipolaires pourront exceptionnellement être introduites dans l'œsophage ou dans des cavités cardiaques par un cathétérisme pour fournir ce que l'on appellera un électrocardiogramme œsophagien dans le premier cas ou un électrocardiogramme intracavitaire dans le second cas. Un petit voyage à travers le temps, donc, comme je vous le disais, du début du XXe siècle à gauche au début du XXIe siècle à droite. Vous constaterez aisément que l'homme moderne est moins habillé, qu'il est également un peu plus coloré, qu'il a perdu sa moustache et qu'en contrepartie, il a gagné du biceps. Et puis, vous constaterez aussi que l'appareillage, comme je l'ai déjà dit, a assez nettement évolué. Nous allons maintenant parler plus spécifiquement de la dérivation D2. En effet, comme je vous l'ai dit, en physiologie, c'est usuellement cette dérivation D2 qui va être exploitée et c'est celle qu'on retrouve la plupart du temps dans les manuels de physiologie. Ceci est vrai uniquement pour une raison graphique, qui est que chacun des complexes est assez bien distinct des autres et que ces complexes présentent une assez bonne amplitude lorsqu'on est en dérivation D2. Voici donc un exemple d'électrocardiogramme en D2 et on observe immédiatement une succession de complexes qui ont été baptisés depuis les premiers temps donc par Einthoven, l'onde P, suivie du complexe QRS, puis de l'onde T. Nous allons bien évidemment décrire chacune de ces ondes et leur correspondance physiologique. Dans cette succession, nous distinguons donc l'onde P qui représente l'activité électrique responsable de l'activité contractile des oreillettes. C'est cette onde P qui illustre donc, qui va précéder, plus exactement, la contraction auriculaire. Nous avons ensuite un segment isoélectrique que l'on appelle le segment PR qui correspond à la conduction auriculo-ventriculaire. C'est une pause, en réalité, d'environ 1/10 de seconde dans l'activité électrique qui va permettre au sang de pénétrer dans les ventricules. Puis nous observons ensuite un complexe, le complexe QRS,
qui représente l'impulsion électrique lorsqu'elle voyage depuis le nœud auriculo-ventriculaire dans les fibres de Purkinje et dans les cellules myocardiques ventriculaires. Enfin, l'onde T va correspondre à la repolarisation des ventricules. Un cycle cardiaque correspond à l'association d'une onde P, d'un complexe QRS et d'une onde T. On peut d'ores et déjà retenir que cette nomenclature est motivée par l'attribution de la lettre P pour l'activité qui provient du pacemaker naturel du cœur, du nœud sinusal. Donc c'est onde P pour pacemaker. Le reste est bien évidemment la suite de l'alphabet. Il convient aussi de noter que, normalement, la repolarisation auriculaire n'est pas visible. Vous avez en effet ici une onde T qui illustre la repolarisation des ventricules, mais vous n'avez pas son équivalent pour illustrer la repolarisation des oreillettes. Pour autant, il est évident que les oreillettes vont se repolariser si on veut que ce phénomène soit cyclique. Eh bien, la repolarisation des oreillettes n'apparaît pas sur ce tracé, car en réalité, elle est masquée par le complexe QRS. Elle est contemporaine de ce QRS, et donc elle est cachée derrière ce complexe, si l'on peut dire, ou plus exactement, ce complexe QRS sera la somme à la fois de la dépolarisation des ventricules et de la repolarisation des oreillettes. Vous pouvez aussi noter les différences dans ce que l'on pourrait qualifier de signature électrique de la dépolarisation auriculaire en 1 et de la dépolarisation ventriculaire en 2. L'amplitude de la dépolarisation auriculaire est moindre, mais les durées de la dépolarisation auriculaire et de la dépolarisation ventriculaire sont à peu près équivalentes. Si on se reporte à l'anatomie cardiaque, on constate que le muscle ventriculaire est plus important en taille, en volume, que le muscle auriculaire. Il renferme un plus grand nombre de cellules, donc l'activité qui proviendra de la somme de tous les potentiels d'action aura une amplitude plus importante. En revanche, le ventricule est doté d'un système de conduction, le faisceau de His et le réseau de Purkinje, qui assure une dépolarisation de ce plus grand nombre de cellules en un temps équivalent. Et c'est la raison pour laquelle le complexe QRS sera de même durée que le complexe P à peu de choses près. Pour préciser les durées des différents intervalles, vous trouverez dans ce tableau leur valeur moyenne d'une part et leur valeur limite. L'intervalle PR est mesuré du début de l'onde P au début du complexe QRS. Retenez que malgré cela, il portera le nom d'intervalle PR. Cet intervalle est dépendant de la fréquence cardiaque. En effet, il passe d'une valeur de 0,18 secondes ou 18 centièmes de seconde lorsque le cœur bat à une fréquence de 70 battements par minute à une valeur de 0,14 secondes ou 14 centièmes de seconde lorsqu'il battra à 130 battements par minute. Avant l'avènement du numérique, l'électrocardiogramme est obtenu sur du papier quadrillé et la mesure des différents espaces devait tenir compte donc de la vitesse de défilement de ce papier quadrillé. Aujourd'hui, les choses sont peut-être un peu plus simples puisque ces mesures sont complètement automatisées. Nous allons maintenant évoquer assez rapidement quel type de renseignements vont être fournis aux médecins, aux praticiens grâce à cet électrocardiogramme. L'enregistrement peut être en effet réalisé dans différentes situations. On pourra prendre un électrocardiogramme au repos, on pourra procéder à l'enregistrement lors d'une épreuve d'effort, donc le patient devra faire une activité physique, ça pourra être sur tapis roulant, sur bicyclette, ou encore on pourra mesurer l'électrocardiogramme en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient va être équipé d'un appareil mobile et que l'enregistrement va pouvoir se faire sur 24 heures à l'aide donc de ce petit boîtier électronique. L'analyse du tracé sur 24 heures va évidemment apporter des renseignements complémentaires à l'analyse du tracé réalisé sur un temps relativement court.
Outre le rythme et la fréquence cardiaque, l'examen des enregistrements réalisés informeront le praticien sur la position du cœur dans la cage thoracique, par exemple, l'existence éventuelle, pathologies comme des dilatations cardiaques, donc les cavités du cœur peuvent, dans certaines situations, être dilatées, ou encore renseigner sur l'existence ou non d'une hypertrophie cardiaque. Le muscle cardiaque peut être plus épais dans certaines situations ou pathologies, ou encore informer sur le fait que le patient aurait subi un infarctus du myocarde. Des anomalies des voies de conduction intracardiaques pourront être explorées, des anomalies du rythme à type de extrasystole, tachycardie, des pauses, etc. pourront également faire l'objet d'une analyse grâce à cet électrocardiogramme. Et puis on sait que l'électrocardiogramme peut être modifié par la prise de certains médicaments, par des conditions métaboliques particulières, ou encore par des déséquilibres ioniques, notamment en termes d'hyper ou d'hypokaliémie, donc des diminutions des concentrations plasmatiques de potassium ou des augmentations de ces concentrations plasmatiques de potassium, pourront se répercuter sur le tracé de l'électrocardiogramme. Parmi les pathologies que nous venons d'évoquer, nous avons évidemment les troubles du rythme cardiaque. Ces troubles du rythme cardiaque peuvent être liés au fait qu'un foyer ectopique ventriculaire se mettent à prendre le dessus sur le centre rythmogène naturel. Donc un foyer ectopique, ça veut dire un groupe de cellules au niveau ventriculaire qui commence à vouloir devenir le chef d'orchestre. Le tracé sera modifié et cette animation ici illustre justement cette notion d'un foyer ectopique. Vous voyez que l'activation ici est en bleu et que de temps en temps, ça part au niveau de l'apex ventriculaire. Si vous observez donc attentivement cette séquence, vous verrez que les 2 premiers cycles cardiaques sont normaux, ils partent au niveau de l'oreillette, alors que le dernier n'est pas accompagné d'une activation des oreillettes. On n'a pas sur le tracé de l'électro l'onde P et le QRS a évidemment une orientation différente de celle des 2 premiers tracés. Dans certaines dérivations, encore une fois ici ce sera la dérivation D2, il est évident que ces tracés anormaux sautent aux yeux. Ici je voulais entourer en rouge, mais je pense qu'il n'était pas nécessaire pour se rendre compte que cette activité électrique est absolument pas normale. Cette activité ventriculaire anormale peut entraîner, si elle se répète, ce que l'on appelle des tachycardies ventriculaires, ce qui va correspondre à une accélération de la fréquence de contraction des ventricules. Il faut noter qu'une accélération physiologique est nécessaire pour adapter lors d'un effort physique, par exemple, l'activité cardiaque aux besoins de notre organisme. On parlera à ce moment-là de tachycardie sinusale. C'est le rythme sinusal qui augmente. Ce n'est pas le rythme ventriculaire indépendamment des autres structures cardiaques. Ici, cette tachycardie ventriculaire est évidemment pathologique puisqu'elle ne prend pas son origine au niveau du nœud sinusal. Nous verrons dans les prochains chapitres qu'une tachycardie ventriculaire ne peut pas être satisfaisante d'un point de vue de la mécanique cardiaque, d'un point de vue hémodynamique. Alors, que faut-il retenir sur ce court chapitre qui porte sur l'électrocardiogramme ? Nécessairement le principe de la mesure. Il faut également retenir le positionnement des électrodes pour permettre d'obtenir donc les différents tracés, les différentes dérivations. Mais surtout les différentes phases de l'électrocardiogramme et leur correspondance fonctionnelle, à quoi correspond l'onde P, le QRS, etc. Enfin, vous pourrez retenir pour la suite de votre formation médicale, je vous le souhaite, quelles sont les informations qui sont apportées par cet enregistrement. Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser utilement pour les patients ce type d'informations. Voilà, je vous remercie pour votre attention.